C'est le rire, c'est le théâtre, c'est la création. Fantaisie et liberté. Drôle, tendre. Des chapeaux des fois un peu bariolés. Chapeau mauve. Angoissé. Dur. Impatient. C'est l'irrévérence. Jusqu'à Parmentier, la pomme de terre était un vilain défaut. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Penser est une besogne de pauvre. Voyez-moi ces beaux souliers découverts grenats. Et si on se tuait aussi? Tu vois, on peut mettre un petit peu de gaieté, on peut un tout petit peu, pour que la fin suicidaire passe mieux. L'art doit être une chose drôle et un peu assommante. C'est tout. Non. Vacher. Vacher. Comme vacher. Oui. Quel drôle de nom. Vous n'êtes pas vaché au moins? Là, tu peux le rire, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas vaché au moins? Mais toi, c'est trop quand même. Vous n'êtes pas vaché au moins? Le théâtre, c'est une chose, c'est comme une bouée. Je me suis assez vite aperçu quand j'étais jeune que je nageais pas très bien dans la réalité qui m'entourait, je coulais même un peu. Et puis, tout d'un coup, faire des histoires, changer les mots dans la bouche des gens, s'amuser, réinventer une autre mère, réinventer presque une autre vie. Je savais pas très bien que ça s'appelait du théâtre, mais c'était un endroit, en tout cas, où je pouvais être plus oxygéné. C'est un moyen formidable pour se désennuyer, simplement pour se désennuyer. Profession? Inventeur de l'humour sans H. De quoi? De l'humour sans H. Il est péremptoire, il n'a pas vraiment de temps, il n'explique pas, c'est comme ça, c'est imposé et c'est tout. De l'humour sans H. C'est-à-dire que vous écrivez le mot humour comme tout le monde et vous enlevez le H, comme moi. De l'humour sans H. Il faut que je le crée, il faut que je vous l'explique, il faut quoi, que je l'écrive sur un tableau avec de la craie? À chaque fois que j'écris et que je commence à sentir que ça veut dire quelque chose, ou qu'il y a du sens, ou que je suis en train de dire attention là, j'arrête, je peux plus, ça me fait redescendre. Voilà, notez que je paierai de ma poche pour que si je meurs, l'élégance tombe avec moi. Sinon, que vous dire, je vais bien, mon père est nantais. C'est con. Ma mère est... Moi, je comprends rien à ce qu'il raconte. Pourtant, j'ai essayé. Moi, je comprends. Ma mère également, ouais, c'est tout. Bonsoir. Je dis souvent que je fais un peu de théâtre d'aéroport, c'est-à-dire qu'il faut monter dans un avion, il faut qu'il aille très vite, il décolle, mais on ne sait pas très bien la destination. Je n'ai pas de mère. Je vous signale que l'absence de nombril n'est pas répertoriée dans les cas de réforme. Le plus difficile, c'est de respirer. Réinventer le monde sans le raisonner, mais en le pensant librement, c'est ça qui me semble le plus excitant. Pourquoi un réveil matin a-t-il tant d'humour? Nous avons le génie, puisque nous avons l'humour, et donc tout est permis. Mais tout cela est bien ennuyeux, d'ailleurs. Son théâtre, il est à la fois très érudit et très farcesque. Il se moque de la psychologie, il est très insolent, mais il déteste le réel, donc il a besoin de s'évader. Je vous dis que ce n'est pas une manie. Alors c'est quoi cette frénésie de déquiller dans la flotte 20 fois par jour? C'est que j'ai la mauvaise place, Blanc des Mers. Oh, la mauvaise place de Srado. Vous m'avez mis sur le côté pourri, celui qui craque. Le côté qui est toujours au nord, qui s'enfonce, qui prend l'eau. Le côté pauvre. Le côté abandonné. La zone. Le bidonville de Srado. La préoccupation numéro 1, c'est quand même les ressources de l'inconscient, quoi. Il a une force comme ça pour les phrases cinglantes, pour
des aphorismes ou des choses comme ça. Laissons jaillir et voyons ce qu'on peut faire avec ce qui a jailli. C'est vraiment ça, Ribes. Et il y va, le jaillissement est à peu près permanent. Comme chez un enfant qui joue. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a énormément de questions avec Jean-Christophe et Alain à vous poser, à Valérie et à toi, pour pouvoir avancer sur cette question-là. Ce soir, on est à plus de 550. Demain aussi, après-demain aussi. Et entre hier et aujourd'hui, on a vendu 260 places. Le texte, c'est un coup de cœur absolu, c'est une très très belle écriture, c'est une jeune auteure. Et pour nous, le théâtre, c'est la première grande scène qui lui est offerte. Mais c'est vrai que le metteur en scène, c'est comme ces gens qui maquillent des voitures, qui font du tuning, et il a fait du tuning avec la pièce de Clémence, on peut dire. C'est surtout comme les gens qui écrivent une pièce dans la pièce d'un autre. Ouais. Diriger un théâtre, c'est pas uniquement faire preuve d'autorité ou de commandement. Diriger un théâtre, c'est l'emmener dans sa direction. Je t'ai bien dit, attention Jean-Michel, il y a ce problème du 17 où il y a à l'Odéon, il y a Huppert qui commence avec ouais, je dis moi ouais des Varikovski. J'ai vraiment préféré que les journalistes arrivent au bout du 3e ou 4e ou 5e jour. C'était impossible parce qu'il y avait les vacances et qu'on joue 4 semaines. Il y a une équipe admirable. Il y a eu des gens qui se sont dévoués corps et âme pour que ce théâtre vive. Tu vois, on a 40 spectacles. On les... Tu vois, non, mais on les sollicite 40 fois dans l'année. Je sais bien qu'ils veulent tous venir, je sais bien qu'ils veulent être les premiers, je sais bien qu'en effet, ils veulent venir aux répétitions. À 5 jours près, un spectacle n'est pas le même, c'est tout. Il y a d'autres choses sur la presse? Non. Non, d'accord. Communication, il y a quelqu'un? Il connaît son métier, il le connaît très très bien. Il l'a appris sur le plateau, et puis du plateau, il est descendu dans la salle, et puis de la salle, il est monté dans les bureaux. Donc c'est ça, moi, j'admire et je respecte beaucoup ces hommes de théâtre complets, comme l'était Jouvet, comme était Villard, qui savent à la fois diriger une troupe, faire jouer un acteur, et regarder un bilan, un budget. Barrault, qui avait monté le Théâtre du Rond-Point, doit être heureux, comme c'est pas permis, de voir la création et les créations qu'il fait là-bas. Par ce dynamisme, par ses créations incessantes, il a réussi à créer une maison, parce que le Rond-Point est devenu une maison de théâtre. C'est quand même un théâtre qui est tout le temps ouvert, pratiquement 7 jours sur 7, ça tourne et c'est vivant, c'est un lieu de vie. Pour ça, on peut dire que le Rond-Point est un théâtre qui est engagé dans la vie de son temps, dans la pensée de son temps, dans le mouvement de son temps. L'identité du Rond-Point, c'est vraiment la résultante d'une pensée et d'un parcours théâtral. C'est vraiment un manifeste sur le théâtre français. On a voulu être un théâtre libre et un théâtre qui sortait des routes culturelles un tout petit peu ennuyeuses. Et puis c'est vrai que j'ai fait venir beaucoup de mauvaises herbes de la culture plus parfumée que certains glaïeuls de l'institution. Arnaud va monter un spectacle qui s'appelle, je crois, En un seul Dieu. Mais c'est le même Dieu, mais différent, parce que c'est finalement en 3 dieux qui se font la guerre. Il y a celui qui aime les Palestiniens, celui qui aime les Israéliens et celui qui aime les Américains. Et c'est Rachida Brakni que Arnaud a choisi pour interpréter ces 3 voix, ces 3 points de vue opposés dans ce monde en crise. 92% des théâtres publics jouaient des auteurs disparus ou morts. Et les 8% d'auteurs vivants, en général, se jouaient dans la petite salle, sous l'escalier, à côté de la cafétéria. Comme Jean-Michel Ribes est toujours le plus dynamique, le plus va-t-en-guerre, les auteurs se sont fédérés autour de lui. On s'est tous réunis, plein de gens. Il y avait des auteurs importants, Carrière, Grimbert, Mignana, plein de gens comme ça qui étaient dans cette association. Et on dit oui, faisons une demande pour que ça devienne le lieu des auteurs vivants. Carrière me dit, écoute, t'as qu'à te présenter, puisque de toute façon, on ne sera jamais élu, c'est un projet, il y aura 10 000 types de l'ancienne stalinerie habituelle qui vont venir et qui vont prendre le truc en faisant des projets culturels et talibans, etc. C'était un milieu assez fermé, hein, c'était les chaises musicales. Brusquement, il y avait quelqu'un qui venait poser son cul sur une chaise qui aurait dû revenir à l'un d'entre eux, quoi. Voilà. Un des directeurs de théâtre à Paris, un grand théâtre subventionné, a dit « Si Jean-Michel Ribes est nommé au Rond-Point, je démissionne ».
Et un matin, à 7h du matin, Catherine Tasca m'a dit « On vous a choisi ». Et là, je suis tombé par terre, parce que je me suis dit « C'est pas possible ». C'est-à-dire qu'elle était... Je me suis dit « C'est la pire des nouvelles qui arrivent de ma vie », parce que je n'avais jamais dirigé un théâtre, ça. On n'imagine pas à quel point ça paraissait incongru de préférer le projet de Jean-Michel Ribes à bien d'autres projets d'hommes de théâtre beaucoup plus culturellement corrects que lui. La nomination de Jean-Michel Ribes au Rond-Point n'a pas toujours été, à mon sens, bien accueillie, parce qu'on le prenait pour un histrion. J'étais l'homme qui avait fait Pallas, j'étais le clown Zabata qui arrivait à Notre-Dame de Paris. Voilà. Et il se trouve que, curieusement, les gens sont venus assez vite. C'est-à-dire, curieusement, il y avait un mur, il est tombé et les gens sont venus parce qu'il y avait une diversité, parce qu'il y avait une fantaisie. Et il n'a pas fait uniquement sa place au théâtre contemporain estampillé, chic. Il a fait sa place au théâtre contemporain de quantité de petites compagnies, de gens absolument inconnus, découverts ici et là, et qui venaient jouer au Rond-Point. Non, mais le problème qu'il faudra voir, c'est les micros qui vont être là tout le temps. C'est les micros, ouais. Mais ça va, Oui. Elle fait combien de long, la robe? De long. Non, mais j'aimerais bien qu'elle soit plus longue. Voilà, il faut au moins qu'elle soit longue comme ça. Voilà, faut qu'elle soit pleine comme ça. Ok, oui, je vois. Ouais. Voilà. Caballeros. Les filles ont commencé la danse. Dans un quart d'heure, on commence les enregistrements. Tranquillement, on a une demi-heure pour tout faire. Ouais, au plateau. 15h45, on commence à répéter. Moi, j'aurais besoin, à un moment, d'envoyer Hervé au maquillage, Maxime au maquillage, Stéphane au maquillage. Je vais le faire de manière la plus souple possible pour pas que ça empiète sur vos répétitions. Parfois, il faudra peut-être attendre 5 minutes que quelqu'un ait terminé. Voilà. Messieurs et messieurs, gentlemen and gentlemen, voici l'histoire de messieurs Arthur Cravant, Jacques Rigaud et Jacques Vacher. Peu de gens les connaissent, leur vie fut courte et leurs œuvres encore plus. Ouais, c'est mieux. L'histoire du geste trop grand, c'est ça qu'on regarde et on n'écoute pas. Si c'est plus mince, on peut entendre, tu vois. Tiens, ça alors. Pardon? Quoi? Non? Si. Respire lentement, Paul. Respire. Jean-Michel Ribes, ce qui est formidable, c'est qu'il n'est jamais dans le réalisme. Il déteste le réalisme. Il a gardé ce côté petit enfant qui s'ennuie, petit enfant en quête d'amusement, petit enfant qui ne se plaît pas dans le réel. Je crois que c'est un truc viscéral en lui. Il a envie de se barrer, quoi. Il a envie de partir dans son écriture et dans une folie du monde pour un peu le magnifier, pour le rendre supportable. C'est pas la peine qu'ils vivent au ralenti si c'est pour mourir aux urgences. C'est à cette heure-là que t'arrives. Comme je dis souvent à ma femme, ta gueule! Le but de tout ça, c'est quand même de faire exploser le quotidien et la tristesse du monde. Ça va, René? Comment le dit? Oh, j'aime pas le lundi, ça me gâche mon dimanche. Des personnalités comme Jean-Michel, c'est des adolescents attardés, quoi. Et c'est pas une insulte, c'est une qualité. C'est-à-dire qu'ils sont capables encore de se dire mais je vais monter une pièce de théâtre, il y aura un escalier, un bassin, et je ferai rentrer un éléphant, et ça sera formidable. Donc il a besoin d'échappatoire. Et il a besoin de s'envoler, il a besoin de créer, il a besoin effectivement de ne pas être dans le réel. Pour aller bien, parce que sinon je pense que ça l'oppresse, et ça l'angoisse beaucoup. Petit-fils du chancelier de la reine, cambrioleur, chauffeur d'automobile à Berlin. Et surtout boxeur, et puis poète. Boxeur, poète. Boxette power, si vous voulez.
Je m'en fous. Adresse. Non, c'est bien. Comment? Là, tu le dis vachement bien, maintenant, l'accélère pas. Je m'en fous. Jean-Michel Ribes, je dirais qu'il est dans la continuité de l'esprit Dada. C'est-à-dire dans la continuité qui naît dans la discontinuité, en fait. Il est héritier à la fois du surréalisme et du dadaïsme. Il n'est pas directement militant, il n'est pas directement un auteur engagé, bien que son travail soit un travail engagé. Le dadaïsme, c'est cette manière, je crois, de montrer à quel point ce qu'on croit solide, définitif et philosophiquement incontournable est ridicule. C'est-à-dire, c'est cette capacité à remettre tout en question. Donc, même la révolte, même la révolution, qui est une institution d'une certaine manière, c'est une autre planète qui arrive et qui, en miroir avec la nôtre, nous montre à quel point la nôtre est peut-être, on l'a oublié, un tout petit peu ridicule. Jean-Michel Ribes, c'était quelqu'un de totalement singulier dans le panorama du théâtre de la fin des années 70, du début des années 80. Il osait, c'était un rire ricanant. Alors, évidemment, totalement dans la dérision, dans un esprit Topor, avec qui il était très ami d'ailleurs. J'ai pas beaucoup écrit avec d'autres personnes qu'avec Topor. C'est la seule personne où on était fusionnel, où immédiatement... il y avait un côté parce que c'était lui, parce que c'était moi, sans faire de référence trop mégalomane. Mais c'est le seul. Et c'est vrai que cette capacité qu'il avait d'être génial partout, c'est-à-dire qu'il écrivait, il dessinait, il mettait en scène, il faisait des films, etc. Et c'était quelqu'un, je trouve, qui avait cette capacité de vous emmener ailleurs et partout. La poésie, c'est du rêve. Et Topor portait ses rêves comme ça, où il était capable d'un coup d'imaginer des discussions entre un éléphant, un fer à repasser. Je pense que Roland Topor était comme un frère pour Jean-Michel Ribes, un double qui l'admirait énormément. Il avait beaucoup de respect pour le talent de Topor, l'imagination de Topor. Topor le fascinait. Et Jean-Michel a ce pouvoir-là, c'est-à-dire d'un coup de donner la possibilité aux artistes de rentrer dans le rêve. Et c'est ça ce qui rapproche les deux. C'était cet élan poétique, cet élan du goût, de la beauté, cette espèce d'élan sur la création à partir des rêves. Je me souviens d'une grande fête. Roland Topor et Jean-Michel Ribes parlaient. Il y avait un bruit tellement énorme qu'ils se hurlaient pour avoir une conversation normale. Et ils étaient presque nez à nez comme ça. Et ils ont parlé énormément. Et vers 3h du matin, je suis repassé. Il n'y avait quasiment plus personne. Ils continuaient à se parler d'une façon aussi proche et aussi forte. J'ai eu la chance de les voir ensemble. C'était à celui qui pousserait l'autre. C'était intellectuellement, ça devait être grisant pour eux, parce qu'ils se renvoyaient la balle, ils se renvoyaient le rire, ils créaient complètement ensemble. C'était une réplique l'un, une réplique l'autre. Ils se poussaient l'un l'autre dans les derniers tranchements. Et c'est vrai que le lien, souvent, c'était le rire, c'était la capacité de se défendre avec... Un grand éclat de rire, c'était... Voilà. Le rire panique de Topor, c'est ça. C'est une sorte de rire organique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes ces histoires nous faisaient rire bien avant que ça fasse rire tout le monde. Merci Bernard, c'était ovniesque dans la télévision de l'époque parce que c'était à base de sketchs, délirants, sans queue ni tête. Avec Merci Bernard, on est rentré par effraction quand les socialistes sont arrivés en 81. Il y avait un bordel. Nous, on est passé, on nous a dit « Mais alors, qu'est-ce que tu trouves drôle à la télé ?» Moi, je dis rien, t'en as fait jamais, t'as des trucs à faire. Oui, et on a inventé ce truc, Merci Bernard. Ça avait un côté bricolé, fait avec rien, qui était totalement jouissif. C'est-à-dire qu'on est passé, je dirais presque, d'un état de clochardisation à... tout d'un coup avoir une suite au Ritz. C'est une œuvre surréaliste, Pallas. C'est une œuvre de télévision unique. Il n'y a jamais eu une chose comme ça ensuite. Quand on voit Valérie Lemercier dans Pallas, etc., tous ces acteurs, il leur fait faire des choses qui, en effet, sont du domaine de Dada. Je trouve qu'il les fait jouer comme on peut voir les vieux films en noir et blanc de Dada ou des premiers surréalistes. Merci Bernard et après Pallas n'était
que la traduction directe, car on n'avait absolument aucun filtre, on ne donnait même pas les textes au type de la télé, de fou rire qu'on avait chez moi ou chez Topor. C'est-à-dire qu'on écrivait des trucs en mourant de rire. On était 4. J'avais demandé à Georges Abolinsky s'il voulait venir, et surtout aussi à Willem, qui me faisait des dessins à mettre en images, qui ont été deux personnes aussi qui sont venues nous apporter main forte. Il y avait surtout ce merveilleux GB, grand auteur, grand dessinateur, qui était là et qui a aussi pas mal travaillé pour Pallas. Tout cet humour-là se confondait dans des tumultes comme ça, des batailles de personnes, tu vois, mais en fait, ils se retrouvaient tous. La rencontre forte et le succès immédiat qu'ont eu ces émissions, c'est qu'on était absolument inconscients. On faisait uniquement ce qui nous faisait rire. Et on pensait que ce qui nous faisait rire allait faire rire tout le monde. On n'avait pas cette espèce de décalage en disant « Oh là là, à la télévision, qu'est-ce que c'est ?» Pas du tout. Et l'incroyable chance, c'est qu'il nous ait laissé le diffuser. C'est un meneur et c'est quelqu'un qui a fédéré plein de gens qui sont profondément des solitaires. Et je pense que, voilà, les dessinateurs d'humour, par exemple, ce sont des gens qui travaillent d'une façon générale tout seuls devant leur planche à dessin, quoi. Donc, et Jean-Michel, je crois qu'il a vraiment, lui, aussi besoin d'être chef de bande, d'une certaine manière. Je pense que même dès le début, il était chef de bande. Bonjour. Tu viens trop tôt? Non. On est en train d'expliquer 2-3 mots sur le projet. Les personnes qui sont là font partie du groupe. Donc on a des étudiantes à la Sorbonne Nouvelle, on a 2 blogueuses. Parce qu'on sait de quel spectacle il s'agit. Ah. Mais non, justement, je voulais que vous rentrez en scène, Jean-Michel. C'est un spectacle qui tourne autour de 3 dadaïstes qui ont eu une vie, pas d'œuvre, et une vie tout à fait étonnante, éclatante, cassant tout ce qui pouvait emprisonner les gens dans une espèce de vie étouffée par une société, par une réalité un peu définitive. Et eux ont fait bouger les choses. Et c'est surtout aussi leur capacité à avoir l'insolence dans leur comportement de vie. C'est un peu ce qu'ont été finalement des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui étaient des amis intimes, qui étaient tous les gens de Charlie Hebdo qui ont été tués. Il était très proche de Charlie Hebdo. Lorsqu'il y a eu le premier attentat en 2011, il a été l'un des premiers à appeler en disant « Venez au Théâtre du Rond-Point » et on avait fait une conférence de presse avec tout le monde au Théâtre du Rond-Point. Et bien avant, on avait fait même une grande conférence de presse avant tous ces drames au milieu des années 2000 au Théâtre du Rond-Point. Jean-Michel a toujours été là pour cet état d'esprit du journal. 20h, 21h, France Info, Les Informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info. Voici donc venu l'année d'après, le 7 janvier 2015. À la même heure, nous étions donc sous le choc de l'attaque contre Charlie Hebdo, des journalistes, des dessinateurs, abattus ou détruits psychologiquement, certains participants à cette émission. Impossible de penser que cet attentat ouvrait le cycle de violence que nous avons vécu pendant un an. Le 15 mars prochain, au Théâtre du Rond-Point, il y a une pièce que vous avez écrite qui s'appelle « Par-delà les marronniers ». C'est une sorte d'hommage à Charlie Hebdo. Oui, c'est-à-dire c'est le salut à travers 3 dadaïstes qui ont été des libres penseurs, des gens qui avaient l'insolence d'être. Et 100 ans avant, c'était les mêmes. Et j'ai voulu, à travers cette pièce, raconter qu'ils n'étaient pas les seuls et que cette manière d'être contre la barbarie de la civilisation, il y avait avant eux des gens qui étaient des dadaïstes, qui étaient très proches d'eux. Et c'est une sorte d'hommage que je leur rends. Jean-Michel, est-ce que vous attendiez finalement à ce que quelque chose sorte de cette mobilisation aussi importante? Je trouve quand même qu'ils n'ont pas assassiné la joie. Je trouve qu'il reste de la joie. Et il y a une dimension qu'on a oubliée, c'est que quand on les voit, ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui veulent juste rigoler de la connerie des adultes. Il n'y avait pas plus. C'était pas des gens méchants, c'était des gosses qui s'amusaient. Et on a tué des enfants. On a tué des gens qui avaient cette espèce de liberté d'esprit que seuls les enfants ont, et non pas les types qui font des je sais pas quoi, des partis politiques, des analyses psychologiques. Non, c'était des gosses. Ce sont des amis, qui sont partis quand même. Moi, je l'ai eu au téléphone au moment de la tuerie. Il était en larmes. Je crois d'ailleurs que c'est moi qui lui ai appris qu'il y avait une fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo. Ouais, ça a été monstrueux, mais comme pour nous tous, après, Wolinski et surtout Georges, ouais, c'est des gens qui ont été très très proches de lui, quoi.
Moi, j'ai vu sa désespérance après les attentats où il avait quand même une très grande amitié avec Cabu, avec Georges Wolinski, et avec les autres. Hein, il les connaissait tous, hein, Bernard Maris, Charb, et Tignous. Il était Honoré, il était très proche de tout ce monde. Ça n'a pas été simple pour lui. Hein. Il a été très attentif à qu'est-ce que ça allait donner, comment ça allait donner. Faut continuer et tout. Et moi, après, quand je lui ai dit que j'avais plus la force de continuer à écrire dans Charlie Hebdo, il a compris. Salut Guillaume. Tu as chez le coiffeur? Oui. Ah bon. Ouf. Et ça, c'est le truc de Chris Esquire. Ça lui plaisait bien, Chris. Il voulait savoir ce que vous en pensiez. Ouais, c'est pas mal. Mais ça, c'est juste... ça, c'est pas les dessins définitifs, ça. Non, c'est juste les croquis, donc c'est... Hein? Ah ouais. James, il y a 3 propositions. Pas mal. Voilà. Un peu quoi? Là, c'était un peu... Un documentaire, mais... Ça? Ouais, non. Ça fait quoi? C'est hyper revendicatif, je trouve. Ouais, non, ça, c'est mieux. Vous savez, on comprend pas tout de suite, c'est des avocats. En fait, là, ce qu'il a voulu faire, c'est grossier là, en croquis, mais c'est faire une bulle. Pas mal. Ça est bien, celui-là. Celui-là, je trouve bien. Ouais. Non, il est plus marrant, non? Moi, je trouve que c'est celui-là le plus intriguant. Voilà. Ok, Guillaume, on en est là, s'il te plaît. Monsieur Daboville, bonjour, on peut avoir la salle un peu, merci. Il y a quelque chose qui a changé, monsieur Rio. Mais oui. Vous êtes coiffé. C'est quoi, tu vas bien? Bon, on y va. Bon, je mets industriel. Non, écrivez lâche. Beaucoup plus lâche que marchand de suicide. La lâcheté est ma seule dignité. Elle m'écarte de tous les tralala de l'héroïsme et m'évite surtout de verser des larmes sur mon plastron. Alors vous n'avez ni père ni mère. C'est ça, sans origine. Sans origine, vous n'êtes pas Dieu. Chacun est Dieu. De toutes les preuves de son existence, c'est la seule concluante. Ne vous effrayez pas s'il y a du Dieu à chaque ligne. Alors je marque quoi? Je peux quand même pas écrire Dieu. Sans origine. Je relis tout de même Saint-Augustin, pour essayer d'y voir autre chose qu'un moine raisonneur ignorant de l'humour. Ah non! On touche pas au sacré. Admettez que le sacré est un petit marécage où pataugent les trouillards qui ont peur dans le noir. C'est notamment ce simulacre de crucifixion du Christ qui a provoqué la colère des catholiques traditionnalistes, lorsque les comédiens s'enduisent de peinture et de viande, mais c'est l'ensemble de la pièce de l'Argentin Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic, qui suscite leur indignation. L'œuvre est une vision désenchantée d'une société occidentale, consumériste et individualiste, une métaphore de la scène présentée comme le dernier repas de l'humanité et jugée comme blasphématoire par les catholiques traditionnalistes. Christ, insulté! On en a plus qu'assez! Quand il avait monté la pièce Golgotha Picnic, il y a tous les intégristes religieux. Il n'y avait pas que les cathos, il y avait aussi les juifs, il y avait aussi les islamistes. Une manifestation surréaliste. Et là, on avait transformé le théâtre du Rond-Point en camp retranché. On a quand même joué ici, entouré par 400 CRS, je veux dire, une pièce qui n'était pas aussi scandaleuse qu'on l'a dit. Je suis absolument scandalisé aujourd'hui qu'un grand nombre de députés de la droite populaire de l'UMP se soient joints à eux, parce qu'on est dans une république laïque où il y a des lois, où le blasphème, si tant est qu'il y ait blasphème, n'est pas un délit. Il chope Lonsdal sur le trottoir et Jean-Michel lui dit on ne vous empêche pas de croire, ne vous empêchez pas de penser. Cette audience devant le tribunal correctionnel sera donc une nouvelle étape dans ce duel qui oppose catholiques traditionnalistes et défenseurs de la liberté d'expression. Le débat, c'était le blasphème, et maintenant le débat, c'est la censure.
Oui, c'est vraiment, on est au cœur de la liberté d'expression. Là. On est au cœur de la liberté d'expression. Donc là, il réattaque, mais si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est personnel? Oui, c'est-à-dire, ils attaquent sur les intérêts civils. Quand vous avez fait représenter cette pièce et quand Pascal Pillot l'a éditée, vous l'avez fait, vous, en qualité de directeur du Théâtre du Rond-Point. C'est donc le Théâtre du Rond-Point qui devrait être poursuivi. Je vois ça très clairement. Enfin, c'est vous qui êtes poursuivi, pas Rodrigo Garcia. Il y a vraiment là, un rapport névrotique à l'acharnement, je trouve. Finalement, sur un plan même religieux, je trouve que toutes ces histoires ont fait une publicité à Jésus extraordinaire. Il faut une vitrine pour ces lobbyistes, parce qu'autrement, ils ne sont pas entendus. Quelle meilleure vitrine que la vôtre? Oui. Moi, je suis assez content s'ils pensent que je suis une bonne vitrine. Oui, à mon avis, vous êtes vendeur, c'est pour ça. Ça a été dur, parce que je crois qu'il s'est vraiment fait attaquer personnellement. Et il en a peu parlé, hein. Il a peu fait commerce de tout ça. À mon avis, il en a beaucoup plus souffert que ce qu'il en a raconté. Il y a une évidente morale qui nous tombe sur la tête. Que ce soit une morale politique, que ce soit une morale religieuse, il y a une morale. C'est ça la censure. C'est pas tant qu'on vous dise, voilà, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce qui est plus grave, c'est qu'on n'arrive plus, je dirais, à pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y a plus d'espace pour cette expression. Et évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler l'autocensure. Mais moi, je trouve qu'il y a pire que l'autocensure. Il y a l'extinction de l'envie de créer. C'est vrai que par moments, ça me coûte, mais c'est vrai, par moments, je peux pas te dire, il y a un moment, je me dis, j'ai envie de me les faire, quoi. J'ai envie parce que c'est trop, quoi. C'est trop, ça suffit d'entendre ça, quoi. Voilà. Je trouve que vous avez une notion de la filiation qui est extrêmement étroite. Qui est biologique. C'est vrai, c'est ça la norme, parce qu'elle est stable. Voilà, c'est tout. Et je trouve que vous bouffez un peu à tous les râteliers, mais ça, on en reparlera un peu après. Mais non, attendez. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que la filiation, c'est aussi la civilisation, c'est les idées, c'est des gens qui... On n'est pas uniquement fils de son père et de sa mère. Le papa et la maman, ça a quand même donné aussi Hitler. Il faut quand même le rappeler de temps en temps. Écoutez, on peut prendre aussi tout ce qui déconne. Et moi, je suis pas d'accord. Il faut garder le principe qui est le meilleur. Et le meilleur, ça ne doit pas donner Hitler. Aujourd'hui, moi, beaucoup de gens que je côtoie dans ma vie et tout ça, le connaissent parce qu'ils l'ont vu à la télévision parler de Golgotha Picnic, de François Hollande, du enfin voilà, de ces engagements-là, pas forcément pour son travail d'auteur ou de metteur en scène. Les gens qui lisent les journaux, Match, tout ça, peuvent le voir en photo, on l'écoute à la radio, il est à France Info, il est à France Inter, il donne toujours son avis, il est invité au journal télévisé. Mais moi, je trouve ça bien. Il y en a peut-être que ça peut agacer. Moi, personnellement, je trouve bien qu'un artiste prenne la parole. On a un luxe incroyable, c'est de pouvoir gueuler. C'est un peu l'erreur que j'ai parfois, c'est que c'est vrai que quand on me fout un grand coup dans la gueule, je tends pas à l'autre joue. Voilà. Je réplique, je veux battre, je veux pas me laisser faire. C'est pas toujours intelligent. Et je pense que tout artiste, on a tous un ego un peu... Voilà, il a besoin de reconnaissance aussi. Il aime bien qu'on parle de lui. Et je trouve que parfois, il va sur des terrains qui sont pas forcément des terrains qui le concernent trop. Alors c'est important, évidemment, que des figures publiques parlent de choses importantes, mais moi, parfois, moi, j'ai été un peu gênée par ça, voilà. Et même son engagement politique, je le trouve trop là, parfois, trop présent. Il aime bien les gens, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, qui aiment la culture. Et il n'y a pas la culture de droite, la culture de gauche. Hein. Il a quand même en même temps une grande insolence par rapport au monde politique. Le voilà, le voilà, le voilà. Où est-il là? C'est celui qui remue, c'est celui qui salue, c'est celui qui s'agite, c'est celui qui va vite. Le voilà, le voilà, le voilà. Quand il avait fait René l'énervé, il se moquait de Nicolas Sarkozy. Vous reprenez cette pièce à l'heure actuelle, vous la remettez, elle est totalement d'actualité.
C'était pas simple quand il a fait René l'Énervé. Hein. Il n'y avait pas encore François Hollande au pouvoir, il y avait Nicolas Sarkozy au pouvoir. Il fallait vraiment avoir des couilles. Et il en a. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que Sarkozy ne vienne pas le voir. J'aurais aimé qu'il vienne le voir. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les gens de l'UMP avaient interdiction de venir le voir. Mais franchement, c'était joyeux, c'était pas vraiment méchant. C'était, vous savez, René l'Énervé, c'était une attaque violente contre le Front National. C'était ça, la cible. Voilà. Mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'un homme politique soit votre ami. C'est-à-dire qu'un ami, c'est jamais quelqu'un qui n'a que des qualités. Mais c'est quelqu'un qu'on ressent, une sincérité. François Hollande a beaucoup de respect et d'amitié pour Jean-Michel. Il peut, hein, parce que s'il n'en restait qu'un à le soutenir, ce serait Jean-Michel Ribes. Il défend la gauche à travers François Hollande, une certaine idée de la gauche, une idée généreuse. Je sais qu'il a une vraie amitié avec François Hollande, par exemple, qui est sincère et qui est... D'ailleurs, il y a eu une grande fête du Rond-Point où il me l'a présenté. Je dis, mais tu me l'as déjà présenté 2 fois. Je trouve qu'il y va à fond dans son amitié pour le président de la République que tout le monde un peu abandonne. Et je trouve ça assez beau. Et puis l'humour, c'est important. Hollande, c'est le seul président de la République qui a de l'humour depuis De Gaulle. C'est pas mal. Et De Gaulle était vraiment drôle. Je préférerais passer un moment avec eux ou dîner avec eux qu'avec d'autres. C'est important de se dire, je vote pour un type avec qui j'aimerais dîner. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre avec Jean-Michel Ribes. Alors, la problématique de ce soir, c'est celle du rire de résistance. Le rire de résistance, c'est une formule que Jean-Michel Ribes a peut-être inventée, il nous le précisera dans un instant, mais en tous les cas, à laquelle il a donné ses lettres de noblesse. Le rire, le grand rire, a été l'ennemi absolu de la religion. Bossuet disait, le grand Bossuet, le grand orateur Bossuet, disait « Jésus n'a jamais ri ». Je ne sais pas comment il le savait, mais enfin il le disait. Tout ça pourquoi? Parce que le rire, c'était une forme de liberté. Or, il fallait plutôt pleurer. Donc si on pleure, c'est qu'on est malheureux. Et quand on est malheureux, on demande de l'aide à qui? À Jésus et à Dieu. Il y a eu quelque chose là qui montrait bien que le rire était une forme de résistance, était un acte de liberté. Il a toujours eu un rire de résistance. Ça marque son œuvre. C'est le rire contre la bêtise, le rire contre le conformisme, le rire contre la bien-pensance, le rire contre le consensus. Le rire de résistance... Quand il avait lancé le truc, après avoir été attaqué et menacé par les intégristes religieux, je comprenais ce que ça voulait dire. Je ne l'avais pas admis comme j'ai pu l'admettre après les attentats. L'humour est une façon d'échapper tout le temps au sérieux. Hein. Il est comme ça dans ses répliques, etc. Si on le pose, il va toujours tenter d'échapper à cette posture. Bon, même s'il est dans une posture maintenant extrêmement, bien sûr, sérieuse, avec du pouvoir, etc. Mais il y a toujours quand même ce réflexe qui reste d'être un petit peu plus instable que ça. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Et Christophe. Oui, il faut venir plus souvent au théâtre. Oh, plus souvent, je viens pas souvent du tout. Justement. Moi, j'ai pas été au théâtre et au cinéma depuis 40 ans. Ben oui, ben ça se voit. Venez les voir, ça va beaucoup vous aider. Spirituellement, vous en avez besoin. On s'est beaucoup amusé, on s'est beaucoup... Je suis un peu sevré. Il faut que je le reprenne en main. Regarde comment il est habillé. C'est pas et toi, possible. alors, Ah, mais moi, non, Non, je suis mais habillé. vous savez, c'est Ouais, un peu tard. Hein. Non, je veux pas que vous changiez. Je veux que vous vous épanouissiez complètement. Ah, c'est ça, voilà. Ça va, Jean-Michel? Et toi? Ouais, ça va. On a la machine à fumer aujourd'hui à Elle Bruyères. arrive, là, elle est en chemin. Alors, c'est ça, les revolvers? Ça, c'est, ouais, nouvelle proposition pour le sergent. C'est pas mal, ça. Moi, je voulais un barillet, justement. Ouais. Un peu plus gros. Ouais, puis il est pas trop lourd, c'est bien. Je vais le mettre dans la poche de Stéphane. Ouais, d'accord. Et, Ok, merci. Ok, alors on fait musique, s'il vous plaît. Pas trop fort, hein, c'était trop fort hier, la musique à entrée publique.
C'est une de mes peurs, la solitude. Je n'arrive pas à en faire quelque chose. Je n'arrive pas à me dire, je vais écrire sur la solitude, ou ça ne fait pas du tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait du théâtre. J'avais dit, quand j'étais jeune, écrire une pièce me rend malade, la montée me guérit. La montée me guérit parce qu'on est avec des gens, parce qu'on partage avec des gens. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été à la recherche de compagnonnage. Ce qui n'est pas très facile, parce que je suis un peu exigeant quand même. Quand on voit ces amitiés, on a l'impression qu'il va de bande en bande, de milieu en milieu, de comédien en comédien. Il y en a qui restent quand même, Pierre Arditi continue à jouer avec lui. Mais en même temps, pour moi, c'est un solitaire qui est justement dans aucune bande. Enfin dans un vrai théâtre. Et puis toi qu'il y a une dame tout à l'heure qui m'a filé un spectacle sur Arthur Cravant dans bon donc elle me raconte Arthur Cravant, ouais, je sais mais on me l'a dit brillamment il n'y a pas longtemps. Voilà. Salut. Allez, à vite. Oui. À bientôt Didier. En tout cas, si vous avez le temps, venez nous voir, j'ai créé la femme parfaite. Mais le enfin, problème, c'est vous. Voilà, mais le problème, c'est que je sais pas comment me débarrasser les autres. Ah voilà. Vous êtes perdu. C'est important. C'est un homme très important. Ça fait 25 ans que... Et c'est pour ça que je trouve qu'il me chie dessus dans toutes ses critiques. Il s'appelle... Oui. Il s'appelle Monsieur Nerson, Jacques Nerson. À propos de votre livre. Oui, non, mais je parle de mon spectacle. Ah ben voilà, il a une constance. Nous, on a les présidents de la République tous les 5 ans. Les critiques, on se les tape tout le temps, donc ça va continuer. Mais voyons, salut. Hein. Il a une fidélité dans la détestation qui l'honore. Salut. Aujourd'hui, je suis assez fier d'avoir le talent de déplaire à certaines personnes. Et je suis aussi honteux d'avoir celui de plaire à d'autres. Déjà, je pense qu'il lit la critique. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne la lisent pas. Lui, l'attend. Le problème de la critique, c'est que en vérité, c'est un rapport affectif. En vérité, on est dans une relation affective. Il y est sensible. Je l'ai vu en fureur contre certains critiques. Par moments, on n'a pas la distance, quoi. Et par moments, ça fait très mal. Ouais, parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez pudique, Jean-Michel. Je pense que c'est quelqu'un, sous ses airs comme ça, romanesque, grande gueule, provoquant. L'image que le public connaît de lui, c'est quelqu'un de très très sensible et de très fragile. Stéphane? Oui, Jean-Michel. Je te prie de m'excuser. C'est pas grave, ça fait 2 heures que je suis là, tu sais. Je te prie de m'excuser, mais... Cette pièce, vous l'avez écrite dans les années 70, et il y a une noirceur dans la pièce. Enfin, c'est très noir. C'est une fantaisie désespérée, comme tous les grands libérateurs, comme tous les grands... ceux qui ont creusé vraiment des galets vers le ciel, qui ont été des issues de secours, qui ont été des grands rieurs. Ça part évidemment d'un désespoir complet contre lequel ils luttent et qu'ils essayent de transformer en bonheur. Mais là, à la fin, ils n'y sont pas arrivés, ils sont tous foutus en l'air. Il y a une profonde mélancolie dans son théâtre. Il y a même des côtés morbides, il y a même un côté suicidaire, il y a même un côté noir. Et il cherche sans arrêt, son théâtre cherche sans arrêt à s'en décoller. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est poétique. C'est qu'il ne se vautre pas dans l'amertume, il essaye de s'envoler. Bonjour. Ça va? Tu t'es reposé? Oui, super. C'est vrai. En forme alors. Pleine forme. Je suis en forme, je suis très en forme. Bon, c'est bien. J'ai d'affronter, d'aller à la bagarre. Ouais. Tout à l'heure, tu seras là après, non? Tu restes? Moi, je me barre. Casse tout de suite. Je me barre tout de suite, moi, je veux pas vous regarder. Ouais, d'accord. Ah non, tu me comprends? Mais oui, bah oui.
Jean-Michel Ribes, c'est quelqu'un de connu. Tout ce qu'on peut dire sur son côté frondeur et tout ça, tout le monde peut en parler beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je peux vous dire de personnel, Jean-Michel, c'est une longue amitié et on s'est rencontrés très gamins. On était dans la même pension. Il y a eu un drame, j'avais fait un peu de théâtre amateur, mon père a ressurgi tout d'un coup, a fait un procès, tout ça. Finalement, on m'a mis dans une pension assez difficile, assez dure, qui s'appelait le Moncel, où il fallait marcher au pas, lever les couleurs, etc. Mais où finalement, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon meilleur ami, qui était Gérard Garouste, qui était là, on s'est connus là. À 13 ans, c'est plus pour ainsi dire quitté depuis l'âge de 13 ans. On était dans la même classe. Et puis on est devenus amis. Qu'est-ce qui peut retenir deux gamins dans leur amitié ? Eh bien, c'est un point commun qui est peut-être l'humour, le même état d'esprit. Et c'est dans ce cadre-là, assez militaire, qu'il peut se créer des amitiés très fortes, des complicités très fortes. Il y avait des bizutages, des choses comme ça. On sortait peu. C'était les élèves qui commandaient d'autres élèves. Et tout ça sous le prétexte qu'il fallait que ça ressemble au collège anglais, c'est-à-dire comme ça, châtiment corporel, marche au pas, ça pour faire chic. En réalité, tout ça a été médiocre et cruel. Jean-Michel Ribes, c'est pas quelqu'un qui rentre dans le rang, c'est pas quelqu'un qui obéit. Il a dû trop obéir là-bas, trop être malheureux. Ça l'a dégoûté pour la vie de toute autorité, de toute hiérarchie. J'ai eu la malchance que mon père s'en aille et la chance que ma mère épouse encore tôt. Et il y avait en effet souvent des gens qui venaient dîner. Et je ne savais pas qui ils étaient. Ils m'amusaient beaucoup. J'étais enfant, mais ils m'amusaient presque plus que mes copains de classe. Et je ne savais pas qui ils étaient. En vérité, c'était des amis de mon beau-père, Jean Cortot, qui était peintre. Et j'ai su plus tard qu'il s'agissait de Raymond Queneau, de Milan Kundera ou de Jean Tardieu, des poètes. Et c'est vrai que quand on est petit et qu'on se dit que les adultes, c'est ça, eh ben, on a envie de devenir adulte. C'est Gérard Garouste qui a fait le logo du rond-point. Oui, mais alors, écoute, il a été censuré. Oui, parce que là, il y avait un sexe énorme, qui était soi-disant le sien, mais en vérité qui était le mien, et on l'a recouvert. Avec un ami commun qu'on avait, on s'était dit, on était sûr de la réussite de Jean-Michel. On était sûr qu'il réussirait dans le spectacle. C'était évident. Et pourtant, nous, on avait l'âge du bac, quoi. On était des gamins. Vous savez, moi, vers une trentaine d'années, j'ai été sérieusement malade. Et la seule chose qui pouvait me faire sortir de ça, dont je n'avais pas l'idée à l'époque, c'était de me raccrocher à la vie, une vie professionnelle. Et là, Jean-Michel m'a donné une chance incroyable. Il m'a confié des décors de théâtre. Pour lui, ce spectacle, Jackie Paradis, c'était un enjeu très, très important parce que le théâtre de la ville, c'était un théâtre important. Encore aujourd'hui, je trouve qu'il était fou pour me confier ça. Et là, je crois que s'il l'a fait, c'est vraiment par amitié. Donc ça, je dois dire que je suis assez admiratif et assez reconnaissant de l'attitude de Jean-Michel. Parce que là, c'est pas spectaculaire. Il a été comme ça avec moi. Il a été comme ça avec des amis comédiens comme Roland Blanche, comme Philippe Corsan. Ce sont des comédiens qui avaient une sacrée difficulté à vivre, qui avaient des gros problèmes, et il les a soutenus amicalement. Et là, c'est assez étonnant, ce mélange entre le côté metteur en scène professionnel, mais en même temps protecteur d'une troupe. Inclassable, drôle, évidemment surréaliste et sensible. Aujourd'hui, c'est le plus beau mot que je connaisse. Aujourd'hui, dans aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, il y a hier, il y a maintenant et il y a demain. Mais il n'y a qu'aujourd'hui. Dans 15 secondes, peut-être que tu ne seras plus là et je ne serai plus là. Donc, profitons d'aujourd'hui.